je connais pas bien le constat des acteurs par eux-mêmes, mais vous les avez entendus, je crois que ça serait important et que tout le monde les partage. Peut-être vous reprendre un petit peu l'historique, et comment on a fait les choses et comment on les a construites et comment ça fonctionne aujourd'hui sur le sujet lutte contre l'illettrisme. Euh, Cette notion d'illettrisme reste un tabou aujourd'hui dans la société, quelque chose que personne ne veut voir. Et pourtant, une réalité aussi qu'on peut percevoir par des signaux faibles, mais si on n'est pas alerté, ça passe au travers. Il y a des contournements et une espèce de honte qui englobe tout ça. Pour autant, on a quand même un nombre important de personnes en situation d'illettrisme. Avec la notion d'illettrisme, lire, écrire, compter et les bases du numérique. Et on voit bien que c'est quand même un spectre qui aujourd'hui s'est élargi et qui peut concerner finalement plus de personnes qu'on ne l'imagine. C'est pas non plus être totalement incompétent en lecture ou écriture, c'est ne pas réussir à rédiger correctement ou à lire avec fluidité. Donc on a un volume de personnes assez conséquent et d'ailleurs on a une personne sur deux en situation d'illettrisme qui est salariée, qui est en activité professionnelle. Donc fort de ce constat, étant dans une société où on voit bien que l'économie se transforme et on sait pertinemment que la plupart des salariés d'aujourd'hui, d'ici 10 ou 15 ans, auront vu évoluer leur métier, soit dans la même entreprise, soit changer d'entreprise, soit changer complètement de secteur d'activité. Et dès lors qu'on doit changer, dès lors qu'il faut bouger, avoir des difficultés pour se former ou des difficultés pour ne serait-ce que remplir un dossier si l'entreprise connaît des difficultés, on va se retrouver à France Travail et se retrouver devant un écran, c'est compliqué. Faire un CV, ça l'est aussi beaucoup. Donc dans une société qui se transforme, et on voit bien qu'on est au cœur de cette transformation-là, de cette espèce de révolution qui s'opère autour de nous. Si on oublie cet élément-là, on va se retrouver avec des gens en grande difficulté et qui ne pourront pas rebondir alors que c'est impératif. Et quand on écoute les employeurs, les entreprises aujourd'hui qui ont des difficultés de main-d'œuvre, qui veulent faire évoluer leurs salariés, eh bien, un certain nombre font le constat que finalement, avec ce handicap qui est cette situation d'illettrisme, eh bien, des salariés qui ne peuvent pas évoluer alors qu'ils auraient gardé leurs compétences, alors qu'il y avait des possibilités. Donc ce double constat d'une population masquée, taboue, qu'on ne connaît pas, et puis une société qui se transforme, pour moi, double élément pour faire avancer ce sujet. Alors comment le faire avancer quand c'est un tabou, c'est difficile, on ne veut pas vraiment voir, on ne se rend pas compte, un peu malgré nous, personne n'en parle finalement, ou à peu près. Ma conviction, c'est qu'il faut pouvoir en parler positivement, sensibiliser tous ceux qui sont susceptibles de détecter signaux faibles, comme on le dit, donc sensibiliser un certain nombre d'acteurs. Et ça a été les premiers axes de travail, les premières marches en quelque sorte, mais collectives là. Et puis après, comment pour les personnes dans cette situation progresser, comment surmonter soi-même cette propre honte ou accepter la main qui peut être tendue, comment y aller. Donc voilà un petit peu la construction qui s'est faite depuis maintenant un peu moins de 2 ans, à vrai dire. Donc un premier travail avec les partenaires du conseil départemental, surtout le volet social. Donc à la fois dans le contrat des solidarités, à la fois dans ce qu'on appelait la CALPAE, le contre la pauvreté, mais on s'est dit, là, on touche un public social et surtout, on a des assistantes sociales ou assistants sociaux qui peuvent toucher des populations isolées, renfermées, et donc où là, on a plus de risques effectivement de toucher cette population. Et donc, comment identifier les signaux faibles? Et c'est à partir de là où, avec le conseil départemental, a été mené dans ce cadre contractuel des sensibilisations. Donc, ils ont fait passer en formation pour la détection, sensibilisation, détection des personnes qui peuvent être en difficulté. Donc c'est plus d'une centaine de personnes qui ont été formées au niveau du conseil départemental. Et donc après, ça prend un certain temps que chacun aussi puisse faire cette détection, identifier, tendre la main et pouvoir conduire vers les dispositifs concernant les apprenants. Dans ce dispositif-là, vous voyez qu'on touchait la population et j'avais quand même ce souci que, je le disais, une personne sur deux en situation d'illettrisme est salariée et est en entreprise. Donc, pour moi, un des enjeux était aussi de toucher les chefs d'entreprise, de toucher tout le secteur économique. Et donc, on a
On a fait, c'était en septembre 24, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, à Saint-Dié, donc une sensibilisation à des chefs d'entreprise, à des têtes de réseau, un certain nombre qui étaient là. Et là, on a bien perçu qu'à la fois, il y avait tous ceux qui avaient déjà de l'expérience sur le sujet, c'est-à-dire rencontrer des salariés, ils savaient identifier des salariés parce que c'est l'épouse, ce sont les enfants qui apportent les papiers quand il y a des besoins administratifs ou bien le service RH remplit à la place d'eux. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés, ils arrivaient à le détecter. Après, comment faire évoluer, c'était autre chose. Donc parfois, au gré d'une volonté de faire évoluer au sein de l'entreprise, parce que les besoins RH sont importants aussi au sein des entreprises. Donc pouvoir faire évoluer leurs salariés, les fidéliser, c'est quelque chose d'important. Et leur tendre la main aussi, quelque part, avec ce type de dispositif et de formation, est aussi un bon moyen, à la fois d'avancer en RH en interne, et puis de fidéliser les salariés. Et puis de les rendre fiers d'eux-mêmes, ces salariés, ce qui, je crois, est vraiment quelque chose de très efficace. Et donc, on a eu quelques témoignages de quelques personnes, effectivement, qui avaient rencontré, mais beaucoup de chefs d'entreprise aussi, un petit peu en désarroi sur oui, on sent bien qu'on identifie quelques personnes, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire. Donc, et c'est là qu'on avait présenté les outils. Alors, je pense à Evagile, en tout cas tous ces outils d'identification, mais qui sont collectifs, qui ne sont pas stigmatisants, qui permettent d'avoir cette premier regard, première analyse et premiers éléments. Alors, ça c'était septembre 24. En mars, je crois, en tout cas en début d'année 25, on a réitéré une séquence d'un type, je dirais, similaire, en tout cas, toujours avec des chefs d'entreprise, toujours avec... là, on avait Facilia qui nous avait appuyé aussi pour permettre de toucher un plus grand nombre encore d'entreprises. Et là, en tout cas, moi, mon ressenti, ça a été vraiment que l'intérêt était manifeste dans la salle. Et des échanges que j'ai pu avoir après aussi, c'était... On est intéressé, on veut aller de l'avant, on veut pouvoir faire quelque chose sur ce thème-là. Tout le monde s'y retrouve. Donc, ce secteur entreprise, vraiment, est quelque chose que l'on pousse aussi pour donner cette dynamique et pour avoir cette prise de conscience. Mais tout ça ne s'arrête pas là. On a, avec l'Éducation nationale, qui est finalement une institution qui pourrait ne pas être concernée parce qu'elle prend les enfants, quand ils ressortent en général, ils ont 16 ans et toutes ces années, ils doivent avoir acquis les principes, à la fois lecture, écriture, enfin tout ce qui fait la capacité à se débrouiller en société aujourd'hui sur ces compétences-là. Pour avoir bien échangé avec le directeur académique, on s'est aperçu, et c'était un des constats aussi qu'on avait fait avec d'autres partenaires, qu'il y a un moment aussi précieux qui est celui de l'entrée en CP du premier enfant. Parce que quand c'est un petit frère, il y a toujours le grand frère ou la grande sœur qui peut remplir les papiers. Alors c'est le premier de la fratrie à être scolarisé. Si les parents sont en échec, en tout cas pour remplir les papiers, on touche du doigt la difficulté. Et donc, un des enjeux était de pouvoir identifier, alors ça ne passe pas toujours par les assistantes sociales, mais en revanche, on voit bien qu'en termes de rentrée scolaire, on peut avoir toujours pareil, identification, déceler une difficulté n'est pas stigmatisé. Mais en tout cas, avoir ce lien-là. Et donc, le souhait très clair du directeur académique, j'avais proposé du volontariat sur certains secteurs, c'est que tous les inspecteurs de l'éducation nationale sur le territoire puissent avoir cette sensibilisation-là qui est organisée par le conseil départemental, qui lui a déjà formé ses assistantes sociales. Donc là, pouvoir former les inspecteurs d'éducation nationale pour pouvoir appuyer les directeurs d'école, en tout cas les enseignants, dès lors qu'il y a un doute ou qu'on se retrouve dans une situation, peut-être qu'il y a sujet, et de refaire le lien avec les assistantes sociales et de pouvoir faire ce lien pour tendre les mains, pour aider. Et en termes de parentalité, pouvoir aider quand son enfant entre au niveau scolaire, en tout cas en CP, je crois que c'est quelque chose d'important, et pas seulement pour la personne, pour toute la famille et pour la suite et pour l'enfant aussi. Aller vers les personnes est indispensable. Dès lors qu'on se trouve en difficulté avec ces compétences dites de base, on ne va pas pouvoir ou pas oser utiliser les mobilités, qu'elles soient publiques, collectives. Prendre le bus, c'est compliqué. Trouver un emploi, ça l'est encore plus. Donc, il y a une tendance à l'isolement. Et puis, on n'avoue pas sa difficulté. Comment on paye, comment rendre la monnaie, comment...
prends souvent un des exemples qui nous avait été donné, ne serait-ce que prendre une boisson à un distributeur, c'est compliqué de savoir si on prend un café ou une soupe. Enfin, ça a l'air tout simple comme geste de la vie courante, mais extrêmement socialement handicapant. Et donc, le aller vers, c'est vraiment la voie qu'il faut utiliser. Mais aller vers, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a utilisé donc le biais, ou en tout cas le côté social de l'entreprise qui emploie des salariés. Et si on peut détecter à cet endroit-là, on a l'école et puis on a le soutien social, le aller vers, là, avec différents types de dispositifs qui permettent d'aller vers les gens qui ont aussi d'autres difficultés qui se sont accumulées. Alors, pour moi, lancer cette dynamique, c'était mettre tous les acteurs en mouvement. Tout le monde est concerné, tout le monde a forcément croisé une personne en difficulté, en situation d'illettrisme, très souvent sans rendre compte, très souvent sans mesurer que peut-être telle attitude ou peut-être tel refus de réagir ou d'agir à tel ou tel dispositif était lié à cette difficulté-là. Et pouvoir le déceler, pouvoir aider, il faut qu'on puisse couvrir un maximum d'acteurs dans la société. Comme je disais, c'est aider tout le monde pour poursuivre et demain dans une société qui se transforme. Et ça, c'est vraiment important. Moi, si j'avais un message à passer aux apprenants, à tous ceux qui sont en difficulté et qui ont osé prendre la main qui leur a été tendue pour aller vers toute cette première marche, c'est de leur dire bravo, parce que ce courage-là, il faut l'affronter, il faut s'affronter soi-même et puis passer au-delà. Et moi, ce que j'attends, c'est surtout un grand sourire de leur part pour une liberté retrouvée, cette capacité de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir j'allais dire à l'histoire, à demain, enfin en tout cas vivre pleinement, profiter parfois aussi de la famille, du livret de notes de l'enfant qui est scolarisé, enfin de toutes ces choses que finalement quand on n'a pas été confronté à cette difficulté, on trouve banales et qui sont si fortes et si riches au quotidien. Et puis surtout, j'attends d'eux qu'ils puissent aider à leur tour, en tout cas aider à déceler, parce qu'ils auront certainement un regard bien plus efficace que le nôtre. Alors, par rapport au territoire, il y a en tout cas dans les ambitions que je porte sur cette politique-là, pour moi aussi un travail à faire vis-à-vis d'employeurs, mais d'employeurs différents des entreprises telles que j'évoquais tout à l'heure, qui sont aussi les collectivités locales. Je n'occulte pas les services de l'État non plus, mais on peut avoir, et bien évidemment, avec certains emplois où on n'est pas obligé ni de lire, ni d'écrire, ni de compter, et encore moins d'avoir un ordinateur, probablement des gens qui sont éloignés de ces compétences-là et probablement en difficulté. Et il sera important aussi que les services publics aient conscience qu'en leur sein, comme partout dans la société, on peut retrouver des personnes en difficulté. C'est un autre vecteur qu'on n'a pas encore actionné, celui-là, parce que voilà, ça ne fait que 2 ans qu'on travaille au sujet. Mais vraiment, pour moi, c'est la clé indispensable, non pas la clé de voûte, mais en tout cas constitutive d'un ensemble, un ensemble sociétal. Et donc dans ce contexte-là, il est important aussi que les outils mis à disposition par l'agence puissent être partagés, ouverts. Alors aujourd'hui, quand on dit ouvert, c'est souvent derrière un écran. C'est là où ça complique un petit peu l'exercice. C'est un peu mon côté provocation, mais ouvert, ça veut dire disponible, et ça veut dire aussi pouvoir se faire le relais d'expériences, d'expériences qui peuvent avoir été montées par les uns et les autres. Et on sait que quand on laisse aussi des marges de manœuvre, on va se retrouver avec des acteurs qui vont avoir de nouvelles idées, qui vont pouvoir nous enrichir collectivement. Et je pense que l'agence a un rôle à jouer en termes de diffusion des bonnes pratiques, des idées, des exemples de terrain qui pourront enrichir et réenrichir les uns et les autres. Dans le paysage global, mais l'exercice, je l'ai fait au niveau régional, vis-à-vis des collègues, pour leur parler, parce que c'est important aussi qu'on partage nos expériences respectives. Mais c'est aussi simple que mes propos introductifs, c'est-à-dire une société en mutation, des personnes qui socialement sont en difficulté, économiquement on peut avoir des fragilités, non pas qu'on ait des chutes d'entreprise, mais des transformations. Ces transformations-là, si on n'est pas prêt à les recevoir et pas prêt, ne serait-ce que le changement d'une machine quand on est dans l'industrie, c'est une nouvelle fiche à lire, c'est des attentions à porter. Enfin, tout ça peut engendrer de vraies difficultés et laisser de côté sur le bord du terrain un nombre de personnes. Et donc il y a un enjeu social et un enjeu économique, et je crois que cela, tout le monde l'entend. Difficulté, c'est le tabou et la non-communication sur le sujet.
On a des partenaires et le conseil départemental est un partenaire clé parce qu'il a toute cette dimension sociale. On peut agir vis-à-vis des autres acteurs en termes économiques et c'est possible. C'est possible et surtout, c'est pour moi un vrai point de vigilance pour l'ensemble de notre société, oui.